CEPA, je dirais que s'il faut retenir deux objectifs importants, je dirais que le premier, c'est le changement de la zone domestique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la zone domestique, c'était la zone nationale, la France. Maintenant, avec le CEPA, c'est une zone de 32 pays. Et ce qui change quand même pour le prélèvement, parce que tant sur le virement, il y avait le virement international, donc il y avait pas, on pouvait déjà faire du virement en dehors de France. Sur le prélèvement, ce n'était pas le cas. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau. Et le deuxième point qu'on ne voit, qui ne se traduit pas spécialement aujourd'hui, encore que, c'est l'objectif de favoriser un environnement concurrentiel. Le CEPA, c'est une volonté d'apport des politiques, hein, ce n'est pas des banques, et avec deux objectifs, vraiment cet aspect concurrentiel et la protection du consommateur. Le point important, c'est à aujourd'hui, hein, parce qu'on était dans une situation, quand on échangeait avec beaucoup de créanciers, c'est de se dire j'y vais pas, est-ce qu'il va vraiment avoir le projet, à quel moment. Maintenant on a une date qui est au 1er février 2014, donc maintenant tout le monde s'accorde à dire que 2 ans c'est très court. Dans un premier temps, on a un créancier qui va signer avec son débiteur un mandat. Et là, on passe déjà à une modification par rapport à l'existant où on avait une autorisation et une demande de prélèvement. Donc on avait d'une certaine manière un double mandat. On vient sur un mandat unique, donc c'est un premier élément de changement. Donc le créancier reçoit le mandat complété et signé. Et deuxième élément de changement, le créancier garde le mandat et on a la charge en termes de gestion, en particulier en termes d'archivage et de restitution en cas de demande de contestation, sur quoi on va revenir tout à l'heure. Donc on perd le lien qu'il y avait historiquement entre le créancier et la banque du débiteur, ou le débiteur et la banque du débiteur, le mandat n'allant plus à la banque du débiteur. C'est ce qu'on appelle un modèle plutôt créancier au mieux d'un modèle débiteur. Ce qui était déjà vrai dans le prélèvement national, mais c'est renforcé dans le cadre du prélèvement CEPA, c'est qu'il y a une obligation de notifier le débiteur 14 jours en standard, ça on y reviendra, avant l'échéance. Arrivé à l'échéance, ou un peu avant l'échéance, le créancier là revient dans un circuit assez classique, envoie son ordre de prélèvement à sa banque l'ordre étant envoyé dans le système interbancaire pour débit du compte d'un côté et crédit du compte de l'autre côté. Donc le grand changement, c'est qu'on a pu, la banque du débiteur n'a plus de rôle par rapport au contrôle de la signature du mandat, comme aujourd'hui il avait un contrôle sur la signature de l'autorisation de prélèvement. Et ça, c'est un élément de changement important, parce que ce contrôle, maintenant, il est surtout de la responsabilité du créancier. Au niveau des types de prélèvements, avant, on avait un prélèvement ordinaire ou accéléré qui était par rapport à une présentation et un délai de présentation à la banque et un délai de traitement. Ça disparaît avec le prélèvement CEPA. On a plutôt déjà deux produits. Donc, dans le vocabulaire, on parle de SDD Core et de SDD B2B. Donc, le SDD Core, on va dire que c'est le prélèvement CEPA de base. C'est celui que les banques ont obligation de déployer. Ça, déjà, un point important. C'est le seul qu'ils ont obligation. Le B2B est optionnel. Donc, avec déjà un débat, si ce n'est pas généralisé, comment je fais par rapport à des débiteurs qui sont pas dans... qui ont une banque qui n'offre pas le SDD B2B, ça va être un peu gênant. Et puis la deuxième grosse différence, c'est qu'à la différence du corps, il y a les possibilités de contestation est limitée uniquement à la contestation du mandat, c'est-à-dire dans les 13 mois. Il faut savoir qu'il y a deux modes de contestation. Pendant 8 semaines, un débiteur peut contester sans motif, dans l'absolu. Et au-delà de 8 semaines, il peut contester pendant 13 mois, mais sur le seul motif de la validité du mandat. Et bien sûr, le B2B, comme le nom le dit, il s'applique uniquement à une relation entre entreprises. Alors, la commission d'interchange, sur le prélèvement national, on était à 12,2. C'est-à-dire que globalement, quand vous payez aux banques votre service de prélèvement, votre banque reverse à la banque du débiteur 12,2 centimes. Ça, c'était le prélèvement national. Dans le cadre du prélèvement CEPA,
il y a deux contextes. Soit on reste dans un contexte national, c'est-à-dire que votre banque et la banque du débiteur sont en France, et là, on reste à 12,2 jusqu'à 2017, où elle disparaîtra. C'est dans les textes qui doivent être validés en même temps que la date, hein, mais sur lequel il y a accord des acteurs. Donc, ce qui veut dire qu'en 2017, vous avez quand même un gain assez intéressant. Et puis surtout, dans un prélèvement où, par exemple, votre banque est hors des frontières de la France et votre débiteur en France, à aujourd'hui, c'est 8,8. Et en fin 2012, c'est 0. Dans le circuit du prélèvement SEPA, on va utiliser l'ordre de prélèvement SEPA pour véhiculer toutes les données du mandat à la banque du débiteur. Donc, du coup, ça crée une complexité sur l'ordre de paiement. Je vais donner un exemple tout bête, hein. C'est-à-dire que quand le débiteur change de compte, dans l'ordre de paiement, on doit gérer ce qu'on appelle les amendements, c'est-à-dire qu'il faudra donner dans l'ordre de paiement l'ancien compte et le nouveau. Donc ça veut dire qu'au niveau de vos référentiels, si vous ne gérez pas la complexité sur l'application de paiement, ça veut dire qu'au niveau de vos référentiels, vous devez historiser les versions, je dirais, les coordonnées bancaires de vos débiteurs. L'avantage peut-être de passer par l'ordre de paiement, c'est qu'on est dans un processus dématérialisé, sécurisé. Alors les opportunités du prélèvement SEPA, la première, c'est accéder à un marché géographique plus large. Donc je vais donner 3 exemples. Vous avez toutes les activités en transfrontalier, ça c'est un premier cas. Tout l'e-commerce, où là, je dirais, le consommateur, il ne s'arrête pas souvent sur les frontières. Et puis aussi, côté direction financière, tous les processus de centralisation d'encaissement par rapport à des filiales. Sur le contexte juridique du mandat électronique, s'il y a un point à retenir, c'est la dernière partie qui encadre, je dirais, la possibilité de faire du mandat électronique sous 3 points. La personne dont l'écrit sous forme électronique émane est dûment identifiée. Le contrat du mandat est établi et conservé dans des conditions de la nature et garantir l'intégrité. Donc on voit identifier, authentification, intégrité. Et chaque partie dispose d'un exemplaire où peut y avoir accès. Bon, on voit bien que sur les 2 premiers, il y a la notion de signature électronique qui est un moyen qui permet d'atteindre, je dirais, un mandat électronique de bout en bout. La centralisation des encaissements, bon, ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est la possibilité, alors, qui est la phase ultime, hein, c'est de faire de la centralisation d'encaissement pour compte d'eux. Typiquement, j'ai des filiales en France et à l'international, je suis une trésorerie groupe. Mes filiales, à la rigueur, vont me faire des demandes de prélèvement, mais en disant il faut encaisser ce débiteur-là à telle échéance. Maintenant, ça, par contre, toute la gestion du compte que je vais créditer, ça, c'est en centrale, au niveau de la centrale de trésorerie, et on va mouvementer des comptes de la centralisation de trésorerie. Donc, dans la relation avec les filiales, je suis dans une logique de compte courant, c'est-à-dire que et je mouvemente mes comptes bancaires en centrale. Donc, avec des avantages, les mêmes qu'on peut avoir sur des centralisations de paiement pour compte d'eux, hein. C'est une meilleure visibilité des flux pour le prévisionnel de trésorerie, réduction des comptes bancaires, pilotage de la relation bancaire, plus que quelques autres points. Chez Sirtal, ce qu'on aime bien dire, c'est que en termes de vision sur le marché de la centralisation de trésorerie, c'est que beaucoup aujourd'hui, on est sur une centralisation des positions par les cash pools, et que l'étape suivante, c'est la centralisation des flux de paiement et d'encaissement. Donc on remonte dans la chaîne de valeur. On est sur un sujet transverse et surtout avec un rôle important du commerce. Pourquoi? Parce que vous allez être dans un échange avec à un moment donné, au moment de la migration, vous allez être en échange avec votre client. Et le grand risque vu par tout le monde, c'est qu'à ce moment-là, où vous ressollicitez votre client, soit il va en profiter pour changer de mode de paiement, ce qui ne va pas spécialement vous arranger par rapport aux caractéristiques du prélèvement, soit il va arrêter la prestation pour aller à la concurrence. Par rapport à tout ça, je dirais qu'il est temps de s'y mettre et de se mettre en marche parce qu'il ne reste plus que 2 ans. Et 2 ans en termes de projet, surtout pour les gens qui n'ont pas commencé à y réfléchir, c'est très court. Donc c'est surtout là-dessus que je voulais conclure.
avant de passer la main à José. Aujourd'hui, on va vous présenter notre gestion de prélèvement qui est basée sur la plateforme que l'on appelle Sage Business Exchange, qui est une plateforme qui est faite pour les centrales, pour les banques aussi. On a bien vu avec la présentation d'Hervé que les commissions interchange jouaient, et pour des entreprises qui voient là je dirais, une possibilité d'étendre leur prélèvement, hein, puisque jusqu'ici, comme le disait Hervé, c'était réservé au cadre national. Et si je voulais faire du prélèvement en Allemagne, je dois ouvrir un compte en Allemagne et respecter la législation allemande sur le cas des prélèvements. Donc le démarrage se fait sur le transfrontalier pour deux raisons. Déjà pour tester ce nouvel environnement, et à cause des commissions interchange qui, à horizon novembre 2012, devraient tomber à 0,08. Comme là encore un rappel, ce qui est important, c'est de choisir en fonction de l'activité dans l'entreprise, du core ou du B2B, à ce niveau-là, ponctuel ou récurrent. Et la responsabilité du créancier, on va revenir. Donc la migration est à soigner, notamment en termes de communication vis-à-vis des débiteurs. Là encore, je paraphrase Hervé, mais c'est très important, sinon il y a un risque vis-à-vis de sa clientèle et de son organisation. Comment j'organise et je construis ma gestion des mandats? Puisqu'il y a plusieurs pans dans cette offre. Vous voyez bien que la gestion du mandat peut être décorrélée de la gestion des prélèvements. Bien sûr, il y a une interaction, puisqu'on doit, à chaque prélèvement, on envoie les données du mandat, mais l'archivage du mandat, la manière dont je fais signer le mandat vis-à-vis de mon client, notamment si je suis dans le B2C, est un projet à part entière aussi. Donc comment organiser et construire ma gestion de mandat? Comment migrer et dématérialiser les mandats, puisqu'il y a aussi continuité des mandats. Comment je fais cette migration? Comment je dématérialise? Puisque si je suis dans un magasin, par exemple, ou dans une boutique, il est fort peu probable que la clientèle, c'est-à-dire vous et moi, on se promène avec une clé, avec un certificat. Donc en général, ça va être du papier qu'on va signer. Donc est-ce que ce n'est pas le moment de voir les nouveaux outils par rapport à, bien sûr, l'Internet, le GAB, mais la téléphonie, le mobile, comment on peut valider, s'authentifier à partir de ce genre d'outils. C'est une réflexion à mener. Comment garantir la sécurité et éviter les fraudes? C'est tous les schémas et les initiatives dont a parlé Hervé. Et puis, dois-je gérer dans le même outil l'ensemble de la chaîne, de la dématérialisation des mandats, de la présentation du mandat au client, ensuite la gestion des prélèvements, la récurrence, comment assurer aussi la conversion de mon référentiel. J'ai peut-être plusieurs outils dans l'entreprise. Est-ce que je migre tout d'un coup? Est-ce que je mets en place des outils de conversion au niveau référentiel ou de conversion de certains flux? Clairement, le périmètre de la solution, elle se trouve bien ici, c'est-à-dire j'ai ma gestion des mandats, j'ai une base de mandats donc que j'ai alimentée d'une façon ou d'une autre, et je gère toute la relation entre le créancier et l'envoi des SDD vers la banque. Donc imaginons un ensemble d'applications internes du client. Donc vous voyez qu'on peut effectivement importer les tiers et les mandats associés. Donc pour stocker dans notre base de mandats, on a une gestion de mandats. Mais la façon dont vous avez dématérialisé, je répète, est indépendante de l'application. Donc nous vous apportons la base tiers avec des options de conversion du référentiel, évidemment, l'importation des mandats avec le contrôle des clés. On a la possibilité d'importer aussi des transactions de prélèvement au format national. Alors ça, c'est pour lotir les projets. C'est-à-dire que globalement, si j'ai une quinzaine d'applications, une gestion commerciale, une compta, qui génèrent tous des prélèvements, je vais lotir mon projet, et l'outil permet de convertir du format CFONB 160 prélèvements au format SDD avec une conversion Bikiban. Bien sûr, on viendra enrichir après les données manquantes. Donc il y a un contrôle, une association des mandats au prélèvement avec le contrôle statut actif du mandat. On verra un peu plus loin dans les écrans, mais évidemment, quand on insère un mandat, il est de base en statut inactif. C'est très important parce que si vous désactivez le mandat, ça suspend automatiquement tous les prélèvements en cours. C'est un contrôle complémentaire. Donc il y a un traitement des rejets, BIC absent, pays hors CEPA, devise euro, qui renvoie vers les applications externes.
On va enrichir l'information des DD. Là encore, par rapport à ce que vous a dit Hervé, vous avez vu qu'il y a des nouveaux champs qui ne sont pas forcément dans vos applications en amont. Donc soit je modifie tout, soit je demande à l'application d'enrichir automatiquement l'information manquante. Les règles de validation optionnelles, parce que je peux avoir des règles de validation sur les montants, on n'est pas encore dans la signature électronique. Et puis, vous voyez ici, elle est optionnelle, la possibilité de faire de la répartition bancaire. Alors, la répartition bancaire, on verra un peu plus loin, c'est exactement ce que présentait Hervé en termes de centrale, c'est qu'on va pouvoir répartir les flux suivant des règles de négociation avec vos banques. Et puis, on génère au format XML le flux et on l'envoie à la signature électronique avant l'envoi aux banques. Dématérialisation du mandat par le créancier. Donc, cette information, il faut la récupérer, la dématérialiser pour l'insérer dans le produit qui va stocker l'information. Un historique sur les modifications effectuées sur le mandat. On suit l'historique. Comme l'a dit Hervé, on doit renvoyer toutes les données modifiées et l'historique. L'amendement, ce sont les notions, nouvelles notions qui apparaissent du mandat et avec, là encore, qu'on l'envoie aussi à la banque. Alors, toutes les données ne sont pas modifiables. Pourquoi? Parce que si j'ai dématérialisé mon mandat et j'ai signé un contrat, je ne vais pas m'amuser non plus à remodifier à l'intérieur de la base, si je l'ai fait en amont. Donc, c'est une règle de gestion qui indique si oui ou non les données sont modifiables. Alors, l'activation des mandats. Par défaut, donc l'utilisateur doit activer les mandats. Et c'est vraiment très important parce que c'est aussi un moyen. D'abord, vous mettez en place des doubles validations au niveau de l'activation des mandats, ça permet de séparer les tâches. Mais surtout, si vous avez un problème, le fait de suspendre ce mandat suspend tous les prélèvements en cours. C'est très très important de suivre l'historique du mandat, et notamment parce que de toute manière, on va envoyer avec le prélèvement l'ensemble des données du mandat et les modifications qui ont été apportées. Donc cet historique est très important. Voilà. Et donc l'historisation de changement de la banque de tiers est aussi activée. Elle est repérée suite à des modifications de ce code BIC. Là encore, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de contrôles si les codes bancaires changent. La saisie manuelle d'un prélèvement. Donc voilà, à partir d'un modèle, on peut créer plusieurs modèles, on peut l'associer à des transactions. Et vous avez notamment l'information liée au mandat, puisqu'on accroche au prélèvement toutes les données du mandat. Donc, saisie directe à partir du modèle, et puis les zones du mandat qui sont sélectionnées, actifs ou non. C'est la seule zone qui est dédiée au SDD d'ailleurs. Voilà. Et vous avez le type de récurrence ici, avec l'intervalle et le date de début et date de fin. C'est vrai qu'aussi, ce qui est intéressant avec le SDD, c'est qu'il n'y a pas simplement une modification pour ceux qui faisaient du prélèvement, c'est qu'il y a une modification du paysage et des possibilités. Il y a beaucoup d'initiatives et dans le cadre du commerce électronique et du one-off, comme on dit, c'est une alternative très intéressante par rapport au remplacement lorsque vous êtes sur un site marchand et vous mettez votre numéro de carte bleue. Donc c'est des alternatives, notamment dans le cadre du commerce électronique, de pouvoir faire du prélèvement unique one-off. On reprend la consultation de l'échéancier et on va pouvoir suivre les dates d'échéance, les statuts, le détail du prélèvement récurrent. Voilà. Donc, il y a un suivi dans le détail à ce niveau-là. Vous pouvez, si vous avez le droit, modifier les transactions récurrentes. Donc, avec une activation, une désactivation de la récurrence. S'il y a un litige, s'il y a un problème, vous pouvez suspendre les prélèvements en cours. On est basé sur les formats XML. Avec les formats XML, il y a l'étendue de ce qu'on appelle les PSR, les Payment Status Report, qui sont les retours XML pour des banques. Et donc, il y a un rapprochement du statut avec la transaction. Il y a un nouveau relevé d'opération qu'on appelle CAMT 054, qui est basé sur l'XML, dont l'information est beaucoup plus riche, qui est une édition de ce CAMT. Mais ce qui est très important, c'est que ce CAMT-là va mettre à jour aussi les statuts des transactions de prélèvement dans l'application. Il n'y a pas simplement que le PSR qui revient, c'est-à-dire de la banque, mais il y a aussi le fait que quand le relevé d'opération va revenir, on va mettre à jour les statuts de la transaction.
Hein, d'accord, notamment s'il y a de l'impayé. Ouais, vous voyez, avis de prélèvement, ce n'est pas rejeté impayé. Donc on va mettre à jour le statut de la transaction dans notre journal avec un rapprochement. Après, il y a des services à valeur ajoutée. Alors clairement, ça, c'est hors CEPA, hein, c'est des services qu'on rajoute par rapport à l'offre standard. C'est une fonction qu'on a déjà sur les virements. Le fait de pouvoir répartir les flux. Alors comme l'a dit Hervé, la règle est simple, c'est-à-dire que là, les filiales par rapport à la holding travaillent sur des comptes internes, hein, et c'est la holding ou le Shared Service Center qui va affecter les comptes bancaires suivant des règles et notamment les conditions que vous avez négociées avec vos banques. En résumé, le saisie du mandat électronique par le créancier, donc on sait l'importer ou la saisir, l'historiser le mandat, nullité des mandats. Donc la solution doit respecter les cadres réglementaires, hein, de notion de nullité du mandat au bout de 18 mois. Donc on vérifie s'il n'y a pas de transaction au bout d'un certain temps, on peut rendre nul le mandat. Alors par contre, l'archivage légal des mandats, hein, le bureau d'enregistrement, l'archivage légal à valeur probante, on n'est pas un tiers de confiance. Et forcément, il faut que vous travailliez, vous preniez en compte ces données-là. Donc on supporte tous les statuts au niveau du mandat, clos, révoqué, annulé, puisque ça c'est notamment les prises en compte de ce délai qui rend un mandat caduc. Tout ça est calculé par l'application. En termes de SDD, donc là c'est plus simple, on a la gestion de prélèvement, on a la couverture de toutes les fonctions. Donc contrôle des données, bit-cubanisation, conversion, enrichissement des données SDD, puisque la probabilité que tous vos systèmes en amont aient toutes les données est faible, donc vous aurez à enrichir l'information. Validation simple ou double, génération du fichier XML, la signature électronique et la transmission en banque. Toutes ces fonctions sont assurées en standard par l'application. Voilà, donc je crois que j'ai fini. Je vais passer la main à Anna-Maria qui va parler d'un cas concret. On a reçu tout d'abord des solutions qui étaient exclusivement centrées sur la gestion des mandats. Je pense que vous en avez entendu parler, tout le monde disait « je gère les mandats, je gère les mandats, je gère les mandats ». Mais nous, on avait les prélèvements à gérer aussi. Alors, ce type de solutions sont utiles quand on ne désire pas revoir sa solution de gestion des prélèvements. C'est-à-dire on veut garder la solution en place et trouver quelque chose qui puisse se greffer à ça pour pouvoir émettre les nouveaux formats XML avec les données du mandat dedans. Comme disait Hervé, donc les données du mandat sont transportées dans le fichier bancaire. Il faut quelque part que les deux bases, la base des prélèvements et la base des mandats, se rencontrent à l'aide de clés de liaison, et notamment cette clé est la RUM. Et puis d'autres solutions de gestion des prélèvements avec un module de gestion des mandats intégré, mais malheureusement, en face des RFI, on n'en avait qu'une. Les systèmes des éditeurs permettent toujours d'offrir un module de gestion pure du mandat. Après, c'est à charge du projet et de voir quelles sont les intégrations et comment combiner les deux flux, celui des prélèvements, j'appellerais des demandes de prélèvement avec celui des mandats, mais aussi ils sont en mesure aujourd'hui de proposer des vrais propres systèmes de gestion, de prélèvement, de règlement, moi je dirais, parce qu'à ce moment-là, on peut aussi profiter pour voir s'il existe une solution côté virement et faire une solution unique à ce moment-là avec la problématique CEPA complète gérée dans la même application. Ça, c'est nos besoins. Donc gestion de la base mandat, des SDD et la complexité de la remise, les retours bancaires, la génération des creux comptables, que pour nous c'était très important. Et entre-temps, la réponse, est-ce que je développe in-house ou je fais une solution de marché? Achat en mode licence ou achat en mode SaaS? Base de mandat décentralisée, donc vraiment toute la gestion de la complexité du mandat, etc., à un niveau de chaque branche, ou bien base de mandat unique avec les mécanismes centralisés. Donc la balance a pendu de ce côté-là et l'achat d'une solution de marché hébergement externalisé apte à recevoir les flux, gérer l'intelligence des remises, prendre en considération les nouveaux retours bancaires, impacter la comptabilité et suivre les évolutions.
Alors, on a simulé de ne pas réaliser, donc d'arrêter le prélèvement. Comme on disait tout à l'heure, c'est la stratégie commerciale qui n'est impactée. Donc, on s'est dit, si on ne fait plus de prélèvement, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné la nature des produits vendus et modalités de vente, est-ce que notre moyen de paiement, de règlement est envisageable? Qu'est-ce que ça signifie de ne plus maîtriser les délais d'encaissement? Et qu'est-ce que ça signifie d'hausser les coûts de traitement pour encaisser nos prestations? Est-ce que les formulaires sont livrés aux clients en phase de vente? Est-ce que les formulaires sont disponibles dans une boutique ou quelque part? Donc comment je gère par exemple la migration, rien que la migration d'un formulaire à l'autre? Est-ce que je mets la partie en bas des données optionnelles ou pas? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux pré-remplir, pré-cocher certaines options dans le mandat pour éviter que le client se trompe? Et voilà, et combien ça va coûter les nouveaux formulaires? Combien de parties, de copies? Est-ce que je mets un papier calque chimique, etc. Tout ça, ça va impacter sur les coûts. Toutes ces questions ont été posées au moment de l'analyse qu'on a effectuée, lors des ateliers d'analyse qu'on a effectués avec nos branches. Donc aujourd'hui, il y avait des DCD en place. Qu'est-ce qu'on va faire après? On n'a plus ce moyen pour vérifier que le compte appartient bien à la personne qui a déclaré être le propriétaire du compte. Donc, on ne va pas redonder dans l'archivage, on ne va pas faire un archivage très cher. Il faut voir les pour et les contre. Est-ce que je veux risquer de ne pas fournir la preuve et de payer? Il y a des corporates qui sont dans cette réflexion parce qu'ils ont un nombre tellement important de mandats à migrer qu'ils ont peur de ne pas pouvoir être en mesure de fournir la preuve. Voilà, les images du mandat pourront être intégrées dans le nouveau système en complément des données dématérialisées. Et pour ceux qui étaient à volumétrie beaucoup plus importante, ils pouvaient se servir de services BPO, de scan, de numérisation du mandat et donc de stockage dans le système de ces images. Quel identifiant et information renseignée dans les références end-to-end, un libellé de la transaction? C'est l'enrichissement du constitution du SDD, c'est-à-dire on passe d'une demande de prélèvement qui contient ou qui peut contenir plus ou moins les données qu'avant étaient nécessaires pour constituer un AFB 160. Et on doit arriver à une donnée plus riche, donc une référence unique à rajouter et une libellée de 140 caractères à rajouter. Donc, repérer les informations utiles à suivre l'ordre de prélèvement de son émission jusqu'à l'encaissement ou à l'impayé, en optimisant comme ça le processus de gestion des rejets et des impayés et le rapprochement comptable. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure, les processus de back-office, afin d'accélérer la réaction vis-à-vis des clients en cas de non-payés. Donc les informations pertinentes, pour donner des exemples, l'ID du fichier d'émission des demandes de prélèvement, de façon que l'émetteur puisse reconstruire jusqu'au bout d'où ça venait, l'ID de la transaction comptable, le numéro de la facture, la description de la branche émettrice, parce que c'est vrai, l'ICS, mais quand le débiteur va recevoir ça aussi, il a besoin de savoir qui est le vrai émetteur. La constitution d'une base des prélèvements permet de stocker les informations, les retrouver dans les creux comptables. Donc c'est ça l'importance. D'établir correctement le contenu, de réfléchir bien au contenu de ce nouveau champ qui sont là pour simplifier les processus de bout en bout. Avant, il y avait un fichier d'émission de demande de prélèvement, une remise, un montant global dans le relevé de compte. Aujourd'hui, ce sera différent. Donc il doit y avoir une réflexion sur les références parce que ça permettra de faire le match. Après, on remet tous les récurrents et les firsts en même temps, mais pour les firsts, on gère une exception. On demande à l'éditeur, dans le produit, quand il reçoit les demandes de prélèvement, de déplacer la date à la première date utile pour qu'il soit possible de le remettre aujourd'hui. Donc il la déplacera par exemple de 3 jours. Il y a un impact sur les traitements des extraits de compte et moi j'ose dire, il y a un impact aussi parce que
les banques peut-être n'utiliseront pas toutes de la même façon les mêmes codes interbancaires pour le même type d'événement, pour le même type de rejet. Nous n'utilisons peut-être pas de la même façon les préfixes pour amener la même information. Donc là, il y aura quand même un impact à niveau des traitements de rapprochement. La facturation, si la facture est utilisée comme pré-notification, attention au temps de livraison de la facture. Parce qu'à ce moment-là, si on n'est pas dans les 14 jours, il faudra indiquer quelque part dans les conditions générales de vente ou en phase de contractualisation qu'on n'est pas dans les temps, par rapport à la DSP, même pas par rapport au SDD. Le choix d'une solution doit être précédé par une révision complète des processus de gestion des prélèvements et par une évaluation d'impact sur plusieurs angles d'analyse, on l'a vu. Et le projet de mise en place du SDD demande une démarche parallèle et certaine, et vraiment il faut démarrer tout de suite de gestion du changement. Parce que c'est là qu'on transmet à tous les acteurs du projet, on partage les besoins, on les sensibilise sur les références, sur les descriptions, sur les aspects comptables, et que donc on voit tout de suite venir les problèmes et les impacts, surtout sur les SI. Voilà.